Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. 1600 milliards de francs guinéens. Le gouvernement lance une campagne de mobilisation de ressources internes. Les emprunts obligataires auprès de partenaires privés vont permettre de financer certains projets. Il s'agit par exemple des logements sociaux. 60 centres de transit des déchets solides à construire rapidement. Celui de Kakimbo dans la commune de Ratoma va se faire en 120 jours. L'idée, c'est de favoriser le tri et le recyclage des déchets. Botoron, un des derniers foyers coraniques en Guinée, ce district de Tondon accueille plusieurs enfants pour la mémorisation du Coran. On ira donc ce soir à la découverte de ce temple du savoir. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président Alpha Condé était ce matin sur les chantiers de Swapiti et Kaleta, accompagné de plusieurs invités du forum sur les énergies renouvelables. Le chef de l'État a pu constater l'envergure des travaux. On fait le point avec Ibrahima Keita. En marge des travaux du Forum sur l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs se sont rendus ce mercredi sur le site du barrage hydroélectrique de Kaleta, fonctionnel, et celui du barrage Swapiti en chantier depuis 2016. Il y a encore très peu, la Guinée se cherchait en matière de production et de distribution d'énergie sur tout le territoire national. Dans sa vision de doter le pays du courant électrique, facteur incontournable du développement de tout pays, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a accordé une place de choix à ce secteur. Aujourd'hui, avec seulement Kaleta, la Guinée a presque triplé sa production énergétique. En construction, le barrage de Swapiti doit fournir à la Guinée 515 MW. Selon les techniciens trouvés sur place, toutes les dispositions sont prises pour être dans les délais. L'essentiel, n'est-ce pas, des pièces, n'est-ce pas, sont livrées, assemblées et en cours de montage. Donc c'est dire que de ce côté, il y a une très très grande avancée. Et le troisième volet, c'est peut-être le volet social, environnemental. Là aussi, nous avons pu déjà réinstaller environ 2000 personnes. Il y a 8 sites qui sont complètement reconstruits. C'était des sites qui étaient immédiatement impactés par la nouvelle côte, n'est-ce pas, ciblée sous peu de temps. Et bientôt, les 8 autres sites aussi seront amorcés. Les travaux vont bientôt débuter. Donc, disons que vraiment, le planning est respecté. Nous sommes absolument dans le temps. Nous sommes même vraiment un peu au-delà en avance du planning. Mieux, au finish, le barrage hydroélectrique de Swapiti va permettre la création d'un réservoir ou d'une retenue d'eau de 6 milliards de mètres cubes. Nous savons tous que Kaleta est un barrage au fil de l'eau, ce qui fait que elle fonctionne, c'est-à-dire la centrale, elle fonctionne en fonction des eaux qui arrivent, des affluents et donc pratiquement pas de réservoir. Aujourd'hui, quand on finira de construire Swapiti, nous aurons un réservoir de plus de 6 milliards de mètres cubes d'eau. Et à partir du mois de septembre, de cette année-là, nous allons fermer donc les premières vannes de Swapiti, ce qui nous permettra de commencer à bonifier Kaleta. Bonification de Kaleta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kaleta va pouvoir fonctionner maintenant régulièrement toute l'année. À Kaleta, tout comme à Swapiti, les techniciens ont donné tous les détails aux visiteurs impressionnés et ils n'ont pas caché leur admiration au leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé. Elle est très impressionnée encore une fois parce que l'énergie qui va être produite ici ne sera pas simplement pour la Guinée, elle sera pour l'Afrique et il faut tout voir dans ce sens. Il faut voir que ce qui est produit ici pourra être l'énergie ailleurs sur le continent. Maintenant elle comprend beaucoup mieux pourquoi c'est le président qui est le champion pour les énergies vertes et les énergies en général pour le continent. Et elle est tout à fait rassurée sur son leadership pour l'ensemble du continent maintenant. Le chantier est impressionnant et disons la logique d'énergie renouvelable ici est totalement renouvelable parce que vu le dénivellement et la permanence de l'eau pendant toute la saison, je crois que c'est un projet qui est extrêmement utile. Ce sont des réalisations qui sont assez impressionnantes, assez encourageantes en termes d'énergie. Aujourd'hui, d'après les présentations qui nous ont été faites, on est passé de 210
mégas ou 220 mégas, je crois, il y a 10 ans, à presque maintenant, une fois que le barrage va être achevé, à 900 mégas. Donc on a multiplié par 5, presque par 5 la capacité, donc c'est énorme. On peut considérer que les accomplissements qui ont été faits par le président Condé sont déjà très très remarquables. Et il est convaincu qu'il est possible à la Guinée de passer à 100% d'énergie renouvelable, donc supprimer les énergies fossiles. Donc l'énergie hydroélectrique va amener une stabilité, en tout cas au niveau de la production d'énergie, avec une combinaison d'autres énergies renouvelables. En tout cas, la Guinée est effectivement sur la bonne voie pour parvenir à 100% d'énergie renouvelable. Même réaction au niveau des ministres de l'énergie du Tchad, de l'Égypte, de la Namibie et autres experts africains et européens. Et puis ce dîner que le président offre à ses invités, les participants du forum sur les énergies renouvelables, des plats partagés au rythme des notes du Diamond Finger, le Bembea Jazz National a bercé les oreilles. Sanassi Keita. C'est un banquet qu'offre le président de la République à toutes ces personnalités venues prendre part au forum de l'AREI, initiative africaine pour les énergies renouvelables à Conakry. Des prestations artistiques du célèbre groupe Bembea Jazz National qui continue d'égayer ses publics. Une manière pour cet orchestre emblématique de jouer aussi sa partition dans la réussite de ce premier forum sur les énergies renouvelables en Afrique dont la Guinée vient d'abriter la première édition. C'est une initiative africaine qui a été lancée à Paris en 2015 au cours de la 21e conférence des partis sous la coordination du président de la République, Professeur Alpha Condé. L'AREI vise à accélérer et à augmenter la domestication de l'énorme potentiel en sources d'énergie renouvelable du continent avec à la clé atteindre au moins 10 gigawatts de capacité nouvelle et additionnelle de production de sources d'énergie renouvelable d'ici 2020. Et de mobiliser le potentiel africain pour porter cette capacité à au moins 300 gigawatts d'ici 2030. Avant de poursuivre cette édition d'information, ce message du président Alpha Condé adressé à son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Excellence Monsieur le Président, la célébration de la journée du 12 juin marquant la fête nationale de la Fédération de Russie m'offre l'immense joie et le grand plaisir de vous adresser au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom propre, mes sincères félicitations. C'est l'occasion pour moi de saluer et d'apprécier hautement des progrès importants réalisés par votre gouvernement dans divers domaines d'activité politique, socio-économique, culturelle, scientifique et technique. Aussi voudrais-je vous traduire toute la gratitude du peuple de Guinée à l'endroit du gouvernement de la Fédération de Russie pour son assistance sans cesse aux efforts de développement de la République de Guinée. Je tiens à vous réaffirmer ma ferme volonté et celle du gouvernement guinéen à œuvrer avec votre Excellence à la consolidation et à la diversification des relations historiques d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, mes vœux ardents de vigoureuse santé et de succès continu que je formule pour vous, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple ami russe. Haute considération, Conakry, 12 juin 2019, signé Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État.
Le chiffre du jour, 1600 milliards de francs guinéens, c'est la somme à mobiliser par l'État avant le mois de décembre. Le gouvernement lance la campagne 2019 de mobilisation de ressources internes pour financer certains projets comme les logements sociaux. L'emprunt obligataire auprès du secteur privé prévoit un taux d'intérêt de 12%. Ternaka Bissoko. Officiellement, le gouvernement guinéen lance la campagne 2019 de mobilisation des fonds auprès des partenaires nationaux. Les défis sont énormes. Le pays doit mobiliser plus de 160 millions de dollars, soit 1600 milliards de francs guinéens d'ici décembre prochain. L'État envisage un endettement auprès du secteur privé pour financer ces grands projets de développement. Pour le démarrage de cet emprunt obligataire, la BCG et Afriland First Bank sont choisis comme chef de file de l'opération. Au niveau des banques, nous avons pris l'engagement, chacune des banques en question, de membres du syndicat des placements et les autres banques, de contribuer, de lever suffisamment de fonds à notre niveau propre afin de permettre à l'État de jouer ce rôle de développement des infrastructures, de lutte contre la pauvreté tel que c'est précisé dans la note d'information. Deuxièmement, nous allons mener des actions commerciales au niveau de tout citoyen parce que l'emprunt obligataire est ouvert à tout citoyen guinéen qui a un minimum de 5 millions de francs guinéens. L'énergie, les transports et les travaux publics sont les principaux bénéficiaires des fonds collectés. Les routes, ça coûte de l'argent et il faut mobiliser beaucoup de ressources. Aujourd'hui, c'est 1600 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est 160 millions de dollars, ça correspond à 160 kilomètres. Et comme vous le savez, de Conakry à Zérekouré ou de Conakry à Labédija, vous avez plus de 400 kilomètres. Donc c'est pour vous dire encore que c'est un bon départ. L'opération cadre avec la nouvelle politique d'endettement public du gouvernement. Les intérêts des partis sont protégés et les échéances de remboursement sont déjà établies. D'où l'invite du ministre des Finances. Le principal message que j'ai fait véhiculer, c'est de dire au secteur privé guinéen de continuer à faire confiance en l'État guinéen. Le secteur privé l'a prouvé déjà au cours des 2 premiers emprunts obligataires. Et je pense que l'engouement qui fait jour autour de cet emprunt obligataire prouvera que la confiance en le gouvernement guinéen s'est décuplée depuis quelques années. C'est pourquoi je les ai invités à concrétiser leurs intentions en souscrivant massivement pour que le gouvernement ait les ressources financières nécessaires pour financer ces infrastructures routières et énergétiques principalement. Le taux d'intérêt est de 12,5%. Après la réussite des 2 précédentes campagnes qui ont abouti au remboursement de plus de 500 milliards de francs guinéens à temps, le gouvernement espère voir les investisseurs nationaux à nouveau se mobiliser dans le but de booster le développement socio-économique du pays. La prévention de l'infertilité dans les couples, la première dame de la République et la présidente de la Fondation Merck étaient ce matin au lycée 2 octobre. Un travail de terrain pour la sensibilisation. À titre illustratif, un document a été distribué aux élèves et relate l'histoire d'un couple frappé par cette maladie. Maurice Sidibé. Au lycée 2 octobre de Kaloum, la première dame de la République et la présidente de la Fondation Merck sont reçues avec des ovations par les élèves encadreurs. Ces 2 personnalités sont venues sensibiliser ses futures épouses et maris sur les modes de prévention et les conséquences de l'infertilité au sein des couples. Whether you have children or not. Et même si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes toujours important à la société. Vous devez être un membre productif de la société. Vous devez donner la valeur à votre communauté, à votre carrière et le professionnalisme. À Dieu ne plaise, même si vous n'avez pas d'enfant quand vous êtes adulte, ce n'est pas uniquement les femmes qui doivent être blâmées, parce que la fertilité, c'est une responsabilité partagée. C'est prouvé scientifiquement que l'infertilité est causée 50% les hommes et 50% les femmes. Donc j'aimerais que vous compreniez bien le message. Lorsque vous serez adulte et marié, vous devez respecter votre femme et également les hommes. Plus de 19 000 dépliants en bande dessinée sont remis aux élèves.
Le geste vise à permettre à ces jeunes d'avoir des connaissances sur l'infertilité afin de mettre fin à la stigmatisation liée à cette problématique dans le pays. Là, c'est l'histoire d'Aboubacar et de Fatou. C'est illustré, c'est très plaisant en ligne que je l'ai lu pour vous, pour savoir de quoi ça parle. Alors, c'est un couple marié depuis un certain temps et qui sont en difficulté pour avoir des enfants. Alors, tout le monde a accusé Fatou. Dans le village, on disait à Aboubacar, pourquoi tu ne prends pas une deuxième? Fatou n'arrive pas à te faire d'enfants. Donc voilà, prends une deuxième épouse. Mais Aboubacar, qui était très amoureux de sa femme, n'a pas voulu. Il a quand même pris l'initiative d'aller dans un centre hospitalier. Et là, ils ont découvert que c'est Aboubacar qui avait des petits soucis d'infertilité. À travers sa campagne Merck plus qu'une mère, lancée en Afrique, cette fondation appuie les femmes stériles à être autonomes. Cette fondation philanthropique leur octroie des fonds afin qu'elles puissent créer des petites et moyennes entreprises. Ce, pour se faire une vie indépendante et heureuse. La réalisation d'établissements scolaires en province, il s'agit surtout de collèges à Mamou, Kankan et Mandiana. La démarche du département vise à doter certaines zones défavorisées de centres d'études. Mamaïsata Kamara. De Mamou à Mandiana, en passant par Kankan, le ministre de l'Éducation nationale a visité quelques infrastructures scolaires déjà réalisées et en cours de réalisation. À Mamou, par exemple, un collège moderne de 24 salles de classe est complètement achevé. À Kankan également, les travaux d'un collège moderne de 8 salles de classe sont exécutés à près de 80%. Les entreprises se sont engagées à travers un planning à charge de livrer les chantiers avant les délais contractuels que nous avons excédés pour quelques mois, mais il y a des plannings à charge qui sont signés et donc les entrepreneurs sont tenus à respecter ces plannings en charge. Cette année, de nombreuses infrastructures scolaires sont réalisées dans la région de la Savane. Ici, à Mandiana, dans le district de Kantoumanina, un nouveau collège de 4 salles de classe s'apprête à accueillir élèves et enseignants dès l'ouverture prochaine des classes. La réalisation de ces différentes constructions d'établissements rassure le ministre de l'Éducation nationale. Je constate que les entreprises qui ont bénéficié des marchés sont dans le temps et les travaux ont été bien exécutés. Et nous avons un espoir qu'à l'ouverture, nous-mêmes, nous trouverons des enseignants à mettre dans ces différentes écoles. C'est le tout premier collège que le district bénéficie depuis l'indépendance. Les populations de cette localité se réjouissent de cette nouvelle infrastructure scolaire. Avant, nous n'avons pas de collège et les enfants étaient obligés de se déplacer, aller à Kankansoro, à Mandiana. Et les parents qui n'avaient même pas de moyens, donc beaucoup d'enfants, leur études s'annulaient au niveau de ça. Et quand ils se déplaçaient aussi, aller dans les autres villes, non seulement les problèmes de manger, problèmes de moyens financiers, et tout faire des études de beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup de filles qui prenaient des grossesses au niveau des études. Donc à partir du moment que nous avons cette collège, nous avons vraiment à 80% de reçu la scolarisation de nos enfants. La réalisation de ces infrastructures est la suite logique d'un vaste programme de construction d'établissements scolaires pour faire face aux besoins croissants d'écoles dans les différentes préfectures du pays. Bientôt un centre de transit des déchets solides dans la commune de Ratoma. Les travaux de construction vont durer 120 jours. L'idée, c'est de favoriser la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Fatima Toudjalo. La maquette du futur centre de transit des déchets solides à Kakimbo. Il sera implanté sur cet ancien site de dépotoir sauvage de la commune de Ratoma. La construction du centre sera financée par l'Union européenne à travers le projet Enabel. Ce centre de transit est l'un des 60 prévus dans le nouveau plan d'action de l'assainissement et de la salubrité de Conakry. C'est une infrastructure qui fait l'articulation entre la précollecte réalisée par les PME des ménages vers les points de regroupement, futures zones de transit et de tri comme celle-ci,
vers l'articulation avec le transfert qui va être effectué par un opérateur privé avec des camions importants qui vont transporter les déchets vers la décharge. Nous accompagnons l'Agence nationale de la salubrité publique et de l'assainissement ainsi que le nouveau ministère qui vient juste d'être créé, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, pour mettre en place un système de gestion qui puisse être efficace et surtout efficient et périn. Grâce à cette infrastructure, l'Union européenne et le gouvernement guinéen avancent sur le front de l'insalubrité. L'enjeu est de rendre la ville de Conakry plus salubre. La nouvelle stratégie de gestion des déchets permet de professionnaliser la filière par la mise en place d'un mécanisme performant et durable. Nous avons décidé de faire en sorte que, premièrement, la gestion des déchets soit une délégation du service public. Tout ce qui est comme activité, les acteurs qui sont sur la chaîne, que ce soit l'État, que ce soit l'administration, qu'il y ait un renforcement de capacité de tous ces acteurs. Troisièmement, il s'agit d'appliquer le principe de pollueur-payeur. Quatrièmement, rendre l'abonnement obligatoire. Cinquième pilier, c'est de faire en sorte que nous puissions valoriser les déchets à travers ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et le sixième pilier de notre stratégie repose sur la prévention. Nous ferons tout pour que ça se passe dans les délais prévus et qu'après il y ait un suivi sérieux pour que rien ne déborde ici, que tout soit en règle. Conakry produit environ 1200 tonnes de déchets par jour. La commune de Ratoma, avec une population estimée à près d'1 million d'habitants, produit un tiers des déchets de la capitale. Avec ce projet, la Guinée trouve un début de solution à la question de l'assainissement de la ville de Conakry. À Kissidougou, la campagne nationale de reboisement se prépare. 50 000 plants vont être mis en terre. La pépinière est prête. On est sur les derniers préparatifs. L'État met 16 milliards de francs guinéens sur cette campagne. Mamadou Alpha Baldé. Zone tampon entre la savane et la région forestière, Kissidougou se prépare pour la campagne de reboisement prévue cette année. Dans cette pépinière de la direction préfectorale des eaux et forêts, plus de 50 000 plants de teck, mélina, moringa et autres essences fruitières attendent leur mise en terre. L'année dernière, moins de 10 hectares ont été restaurés par les eaux et forêts dans cette préfecture. Cette année, avec le programme présidentiel, près de 50 hectares de zones dégradées seront restaurés dans quelques semaines. Chaque année, on prépare une pépinière centrale de différents plants. Surtout aujourd'hui, cette année, l'État nous a accompagnés, nous a envoyé 70 kg de moringa. Les autres zones restaurées sont en bon état. On n'oublie pas chaque année, chaque mois, la section peut sortir. Les jeunes des arbres boisés sont entretenus et suivis par la section et les chargés. Les cantonnements sont aussi là-bas pour ça. Donc on avait fait 4 hectares au compte de l'État l'année surpassée. L'année passée, au compte de PPAO, on a fait 5 hectares. Parallèlement aux activités de la pépinière, l'identification des sites à reboiser est en cours. Le problème du foncier et des feux de brousse souvent volontaires doivent être résolus avec les communautés pour garantir le succès de la campagne. Naturellement, les sites sont identifiés par cantonnement, mais avec le nouveau programme présidentiel pour le reboisement, on est en train de choisir les sites parce que c'est bon de choisir les sites, mais il faut d'abord avoir l'adhésion des communautés qui vont abriter les sites. Sinon, si on prend les sites comme ça par force ou sans une grande sensibilisation, mais après l'autre passage, ils peuvent brûler ou ils peuvent installer les champs. Donc on est activement sur le choix des sites. À l'image de Kissidougou, la campagne nationale de reboisement est annoncée comme la plus importante de ces dernières années avec la restauration de 1600 hectares dans tout le pays. Des efforts certes, mais pour contenir le taux de recul des forêts qui avoisinent les 30 000 hectares par an, une meilleure conservation à travers l'utilisation rationnelle des ressources s'impose à tous. Pour tous à Mamou, la desserte touche les communes rurales. Bouliwel et Soya viennent de bénéficier
de réseaux d'adduction d'eau potable. L'impact est énorme. Plus de 1000 ménages vont bénéficier de cette bonne nouvelle. Abdoulaziz Baldé. Fruit de la coopération technique entre la République de Guinée et le Royaume de la Belgique, le projet d'adduction d'eau potable fait du chemin à Mamou. Au total, 4 communes rurales bénéficient des réseaux d'adduction d'eau au grand bonheur de la population. Accompagné par des cadres du SNAP, le ministre Bantamasso se rend pour cette première phase d'opération sur les sites de Soya et Bouliwel pour la remise des clés. Ce dernier fait 28 589 mètres cubes, dont 25 bonnes fontaines et 5 réservoirs de capacité allant de 7 à 42 mètres cubes. Une grande première dans cette localité. Je suis très content parce que c'est un rêve. Les souffrances que connaissait la commune avant en matière d'eau potable est devenu un souvenir. Je rassure le gouvernement guinéen du professeur Alpha Condé que nous sommes d'abord très contents, la population est très contente. Hier, si tout le monde s'alignait pour aller prendre l'eau à la source avec des bidons, les porter sur la tête, aujourd'hui, ces gens-là, ils trouvent l'eau à portée de main devant leur porte. Sourire, je crois que c'est à juste raison. Le conseil que je vais leur donner pour éviter de retourner à la source, c'est de faire le reboisement, éviter justement de couper tous les arbres qui sont autour de la source. Des Bouliwel, direction Soya, une sous-préfecture située à 15 km du centre-ville de Mamou. Ici, une adduction d'eau de 5837 mètres réalisée. Elle compte 10 bonnes fontaines et un réservoir d'une capacité utile de 34 mètres cubes. À travers ces réalisations, c'est plus de 1000 ménages qui sont directement touchés. L'adduction d'eau dont Bouliwel a bénéficié, on n'en retrouve nulle part dans la sous-région. Vous pouvez venir vérifier et voir la qualité des infrastructures et la modernisation de l'adduction d'eau. Et c'est la même chose, c'est le même projet qu'on a dupliqué à Soya, mais à un niveau un peu plus petit que Bouliwel. Donc nous sommes dans la préfecture pour voir les réalisations du chef de l'État, mais lancer le début de l'exécution des différents projets de réalisation des infrastructures dans le projet de l'ANAFIC. Ces différents projets visent à améliorer des conditions de vie des populations rurales à travers un accès à l'eau potable. Les travaux sont exécutés par une entreprise allemande pour une durée de 2 ans. Le coût des ouvrages est estimé à plus de 3 millions d'euros. Dimanche, les populations de Sigri étaient fortement mobilisées pour dire oui au projet de réforme constitutionnelle. L'événement s'est tenu au stade préfectoral. Il était présidé par le ministre des Mines et de la Géologie, Valérie Talimané, Mohamed Lamine Kaba. Les édifices administratifs et autres infrastructures routières réalisées ont motivé ce rassemblement. Ces dernières années, la ville de Sigiri, à l'instar des autres villes du pays, s'est inscrite dans l'élan du développement. En reconnaissance à toutes ces différentes réalisations, le mouvement Atablala et l'association Faisons Ensemble ont organisé cette manifestation de reconnaissance et de soutien aux actions menées par le professeur Alpha Condé dans leur préfecture. Il s'agit donc de dire merci au président pour les actions de développement en cours et à venir dans la préfecture de Sigiri. Mais au-delà de ça, ils ont tenu aussi à exprimer leur position, exprimer une demande très claire. Ils ont demandé à ce que le président engage la mise en place d'une nouvelle constitution. Nous avons pris acte de cette demande qui a été formulée par toutes les composantes que nous avons vues ici et nous avons promis de rendre compte fidèlement. Autour de 4 ministres de la République, une foule en liesse issue de toutes les corporations socio-professionnelles et composée en majorité de femmes ont rallié le stade préfectoral Ibrahim Permi Magasouba. Un seul message, la question de la nouvelle constitution. Nous avons favorablement répondu à l'appel de la population laborieuse de Sigiri, qui a exprimé, vous avez dû le constater, tout son soutien au projet de développement et de société du président Alpha Condé. Ils ont aussi donné leur avis, en fait manifesté leur désir d'une nouvelle constitution qui pourrait garantir l'émancipation des femmes,
des jeunes et surtout tenir compte de la mutation actuelle de nos sociétés. La nouvelle constitution doit être faite pour prendre toutes les préoccupations des populations en compte. Et nous sommes les représentants du peuple, c'est pourquoi on tient à expliquer. Et concernant les femmes, il faut le savoir, la constitution qui est là n'est pas certainement mauvaise, mais elle n'a pas pris toutes les préoccupations des femmes en compte. Aujourd'hui, la parité a été votée à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, il faut que la nouvelle constitution... Les femmes ont demandé. Les femmes donc ont demandé, les femmes de la République ont demandé que cette nouvelle constitution prenne cette préoccupation, surtout ces préoccupations en compte, à savoir la parité, les violences faites aux femmes. Cette forte mobilisation est le symbole de l'engagement de toutes les couches sociales du Mandembéré aux idéaux du changement du président de la République. Dans une prestation scénique, l'importance de la Constitution en démocratie est expliquée au public par les humoristes de Sigiri. Série nationale, l'équipe a perdu son deuxième match préparatoire hier contre le Bénin sur le score d'1-0. Le deuxième match où l'attaque est encore restée muette. Faut-il s'en inquiéter vraiment à quelques jours de la CAN d'Égypte 2013? Élément de réponse avec Mami Ebelamou. Dans ce match, le sélectionneur Paul Put tourne son effectif avec la titularisation des joueurs comme Baissama Sankon, Enes Seka à la défense, Fode Bangal Kuita à l'attaque et Ibrahima Kone dans les buts. Des joueurs qui étaient sur le banc lors du précédent match Guinée-Gambie. Malgré l'apport de ces 100 nouveaux, le Sili perd cet autre match test face à la formation de son ancien sélectionneur Michel Dussier. C'est d'ailleurs à la 35e minute, suite à une erreur de portier Ibrahima Kone, que les écureuils ouvrent le score. Ce puissant coup franc de Stéphane Sisseignon ne laisse aucune chance au portier guinéen. Guinée 0, Bénin 1. La Guinée va donc courir derrière l'égalisation, mais en vain. C'était le même scénario. Je pense que la plupart des matchs on a dominé. Moi je vois la progression au niveau fond du jeu, la circulation de ballon c'est bien, l'engagement, la mentalité des joueurs tout est bien. On crée des occasions que c'est aussi important, mais maintenant il faut aussi finir parce que si on prend un but, on a des difficultés pour marquer. Alors ça aussi, j'avais toujours dit, pour arriver loin dans une tournoi, tu ne peux pas incasser. Aujourd'hui, c'était une faute individuelle, on le sait, ça peut arriver, c'est dommage. Mais de toute façon, les joueurs, ils ont donné jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est aussi important. Et moi, j'avais dit aussi aux joueurs, il ne faut pas être encouragé. Il reste encore 2 semaines pour se préparer. Le champion d'Europe présent à Marrakech n'a pas pris part à ce match. Il a tout de même effectué sa toute première séance d'entraînement individuel. Je me suis entraîné avec Bouba et voilà, je pense que ça s'est bien passé et je vais continuer comme ça avant le 22 voilà, pour revenir en force. Le 3e match amical de la Guinée se jouera contre les Pharaons d'Égypte le 16 juin 2019 à Alexandrie. Je rappelle que la liste des 23 joueurs retenus pour cette compétition a été transmise à la CAF et qu'aucun joueur local n'en fait partie. Nous y reviendrons. À 9 jours donc de cette compétition, la campagne de collecte de fonds se poursuit. Kamsar, Boké, Bofa et Dubreka ont apporté leur contribution financière. Le comité de soutien continue de récolter des fonds. Diarra Diallo, Ousmane Kamara. La Coupe d'Afrique des Nations de football s'ouvre dans 11 jours. Les derniers réglages s'effectuent déjà avec la présentation le week-end dernier du maillot du 11 national. Parallèlement, le comité continue sa campagne de quête de fonds. Après la capitale, la ville de Kamsar, base de la CBG, compagnie des bauxites de Guinée, fut la première étape de cette sortie en province. Ici, en plus des contributions individuelles, la direction générale offre une belle enveloppe. La CBG a toujours soutenu le sport. La CBG est une ville de sport. C'est l'occasion de rappeler que nous sponsorisons le CITA, nous sponsorisons l'AS Mineral de Sangaré. Nous soutenons les équipes féminines et masculines de la ville de Kamsar. J'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer que malgré les contraintes budgétaires du moment, la CBG a été capable de dégager la somme de 100 millions de francs guinéens pour accompagner les cellules nationales.
À Boké et Dubreka, en passant par Bofa, un accueil chaleureux est réservé au comité. Là encore, des montants sont mis à sa disposition. Malgré tout, malgré nos maigres moyens, nous avons 32 160 000 francs guinéens pour le soutien. C'est l'effort, la contribution de toute la population de Dubreka, y compris la jeunesse, les femmes, toutes les sensibilités confondues, avec des prières pour le soutien de notre 11 national. Des chants à l'honneur du Sidi national sont scandés par les populations des villes parcourues lors de cette étape de l'intérieur du pays. Partout, la mobilisation était de taille afin d'apporter un soutien inconditionnel à notre tricolore national à cette CAN. Je rappelle que le consortium SMB Winning a également apporté sa contribution à hauteur de 600 millions de francs guinéens. Le district de Botoron, sous-préfecture de Tondon, un des grands foyers coraniques. Beaucoup d'enfants y sont inscrits pour la mémorisation du Coran. Des écoles de ce genre sont rares, mais à Botoron, l'héritage survit. Younous Atawel Kamara. Il existait dans la plupart des villages des foyers coraniques où les enfants sont initiés à la pratique de l'islam. De nos jours, la pratique a tendance à disparaître dans beaucoup de localités. Mais ici, au village de Botonkom, par exemple, dans la sous-préfecture de Tondon à Dubreka, cette tradition ancestrale existe toujours. Chaque soir, les élèves vont en brousse à la recherche du bois mort qu'ils allument la nuit pour la lecture. Massés autour du feu ardent, avec des planches coraniques à main, les élèves sont soumis à la mémorisation du Saint-Coran sous l'œil vigilant du maître. J'ai commencé à enseigner ici il y a de cela 30 ans. Le feu ardent que vous voyez est différent des autres feux. Ici, les élèves mémorisent le Saint-Coran et ils sont bien éduqués. Depuis sa création, le foyer coranique de Botonkom à Tondon a formé plusieurs chefs religieux du pays. Ces deux imams, par exemple, sont passés par là. Aujourd'hui, ils ont leur propre foyer religieux. Mais de temps en temps, ils viennent chercher ici des prières et bénédictions auprès de leur maître. Moi, je suis l'un des premiers élèves de ce foyer coranique. Aujourd'hui, j'ai mes propres élèves aussi. Mais de temps en temps, je viens voir mon maître car grâce à lui, j'ai pu cerner le contenu du Saint-Coran. Donc, je lui dois beaucoup. Nous avons trouvé nos parents dans ça. C'est pourquoi nous sommes en train de suivre leurs traces. Le foyer coranique éduque très bien et nous permet de connaître les principes de l'islam. Après le cours, c'est une tradition chez les élèves de ce foyer religieux de Botonkom de venir se regrouper autour du maître pour bénéficier de ses prières et bénédictions. Toutes choses qui prouvent à suffisance que les foyers coraniques ont toujours leur vertu qui date longtemps. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.